Je le prends tous les jours, c'est la meilleure compétence à avoir. Par exemple, sur le mois de septembre, on a eu 7 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas un métier qui est dur physiquement, c'est un métier qui est dur mentalement. À ma pause, je me suis assis, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. J'avais mon petit truc, je faisais mes vidéos, mais je prenais le truc un peu à la légère parce que j'avais mon métier d'éboueur. Ma vidéo a fait 500 000 vues. Oui, d'accord, mais comment elle t'a rapporté réellement des leads chauds, bouillants, qualifiés qu'on payait avec qui tu bosses aujourd'hui? J'avais peur de lancer une caméra, je me suis forcé un jour. À partir du moment où t'as lancé la machine, en fait, tu peux plus t'arrêter. Yo, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu particulier, un format podcast. C'est la première fois que je fais ça. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un ami, d'un élève que j'ai accompagné durant cette année, tout simplement, qui m'a fait confiance dès le début. Aujourd'hui, je vous présente un éboueur, pas n'importe lequel, un éboueur ambitieux. Alex, salut à toi. Déjà, merci de m'avoir invité pour ce format. Je suis honoré d'être le premier à venir ici aujourd'hui. Et j'ai hâte de développer sur mon parcours, les insights, tout ce qu'on a fait pour transformer tout simplement mon métier à la création de contenu et à la création d'offres maintenant. Ok, du coup, Alex, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, qui je suis déjà? Je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans, je viens de Normandie. Et de base, du coup, j'étais éboueur. Ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'étais dans ce métier. Donc, c'est absolument pas un métier passion, mais c'était un métier que j'appréciais quand même faire. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit que je voulais vraiment évoluer le plus possible. Et ça passait par la création de contenu, donc quelque chose que j'avais toujours apprécié. Et j'ai mis du temps à me lancer. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et le jour où je me suis vraiment dédié à 100%, c'est là que j'ai fait ta rencontre, que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à regarder beaucoup de contenu de ta part. Et c'est ce qui m'a permis à moi d'avoir mes premières armes pour me lancer. Et plus tard, du coup, après d'arriver, de prendre ton accompagnement, ça a été vraiment l'accélérateur de tout ça qui a fait que de base, j'avais pas spécialement d'ambition, je savais pas trop quoi faire. On a réussi à restructurer ça. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, je peux vivre de mes réseaux, je peux vivre de mes offres. Et j'ai enfin quitté ce boulot d'éboueur. Okay. Ça me manque pas, mais quand même, je suis assez content de la situation quand même. À quel moment, en fait, ça a été quoi le déclic? Tu t'es dit, même avant qu'on se rencontre, parce que tu as mis du temps, tu m'as dit avant de te lancer, pourquoi déjà tu as mis du temps avant de te lancer? J'ai mis du temps parce que j'ai toujours eu ce syndrome-là un peu de l'imposteur, de se dire que mon métier me suffisait, que j'avais pas besoin d'aller chercher plus loin et que de toute façon, je pouvais pas aller chercher plus loin parce que c'était un peu tout ce que je pouvais faire. Donc, je me mettais beaucoup de barrières à moi en me disant que c'était pas fait pour moi, que j'avais pas le bon profil, que c'était pas le bon moment. Ouais. Et c'est à force de se lever tous les matins et de se dire que mentalement, tu te lèves pour aller ramasser la crasse des autres que tu te dis, OK, est-ce que je veux vivre ça réellement toute ma vie? Est-ce que je veux que ça soit ma définition, ce qu'on retienne de moi? Forcément pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une idée qui germe en tête et avec le temps, on se dit, en fait, on va casser toutes ces barrières qui me bloquent. J'avais peur de lancer une caméra, je me suis forcé un jour. J'avais peur de me positionner sur les réseaux sociaux, je l'ai fait du jour au lendemain. Et à partir du moment où tu as lancé la machine, en fait, tu peux plus t'arrêter, que t'aies ou pas des résultats, juste parce que tu as déjà fait le premier pas et qu'en fait, tu as juste envie de mettre un autre pas en avant et de voir ce que ça donne en fait. Ok. Du coup, c'est plus un déclic global que tu as eu sur la durée. Est-ce que dans ce déclic global que tu as eu de vas-y, je me lance sur les réseaux, même avant qu'on se connaisse ou quoi, est-ce que tu as eu quelque chose, vraiment un événement où tu t'es dit waouh, là, un moment, tu vois, une fraction de vie qui t'a fait dire putain, là, c'est. Ok, là, il faut que je passe à l'action, ou ça a été plus un truc, comme tu nous l'as expliqué à l'instant, un peu sur la durée, où tu t'es dit bon, là, vas-y. J'en peux plus là, ça m'a gonflé, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, vas-y on y va quoi. Ça faisait des années que je prenais le discours de vouloir un peu sortir ma mère de la galère, même si elle n'est pas dans la galère, on vit très bien, mais vouloir l'emmener beaucoup plus haut parce qu'elle s'est sacrifiée toute sa vie pour nous. Et simplement le constat de voir que à chaque petite galère que j'avais, ça a tué toutes mes économies et je me suis dit en fait je pourrais jamais sortir ma mère de sa situation en ayant si peu de revenus. Donc au début, c'était une idée, puis après, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je lance un business qui rapporte réellement de l'argent, qui me passionne aussi, mais qui, dans un premier temps, me rapporte de l'argent pour que je puisse réellement pouvoir prendre ma mère et la sortir de sa situation. Et en réalité, ça a surtout été beaucoup de situations qui ont fait que j'ai vu que ma mère était en galère et qu'elle pouvait pas, qu'elle était un peu bloquée, quoi. Ok, cheap. Aujourd'hui, du coup, parce que tu nous expliquais un peu tout ça, tout ton business était axé un peu autour de la création de contenu, mais tu as une compétence et c'est ce que tu vends d'ailleurs aujourd'hui, ce qui te permet de vivre. Est-ce
Est-ce que tu peux me parler de cette compétence? Est-ce que tu peux parler un peu de ton offre, ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as la meilleure compétence. Honnêtement, enfin, même moi, je le prends tous les jours. C'est la meilleure compétence à avoir. Au-delà de savoir se filmer, trouver des idées de vidéos, marketer son produit, le sales, etc. Peu importe. Est-ce que tu peux me parler de me dire déjà quelle est cette compétence? Parce que là, je tease depuis 30 secondes et sans le dire. Est-ce que tu peux me dire quelle est cette compétence? Et surtout, comment cette compétence, tu la délivres et comment ça se passe tout simplement? Alors déjà, la compétence, c'est le copywriting. Si on devait vulgariser ça, c'est l'art de vendre à travers des mots. Donc que ça soit sous le format vidéo, donc un script de vidéo, ou sous le format même sur les sites e-commerce, les descriptions de produits, c'est du copywriting. Et c'est la capacité réellement de transformer un simple paragraphe en élément déclencheur émotionnel pour amener sans friction la personne à la vente. La manière dont on la délivre, il y a plusieurs manières. C'est soit on travaille pour quelqu'un qui a une offre ou qui a un produit qu'il veut vendre. Donc, on va lui rédiger tout ce qui va être partie vente. Donc, que ce soit ses mails, ses stories de vente, ses scripts de vente, sa VSL, donc sa vidéo de vente, tout. Ou l'autre façon que je le délivre, ça va être la formation, c'est-à-dire apprendre aux gens à cette compétence, apprendre à la maîtriser et pouvoir l'appliquer sur son propre business. L'avantage de cette compétence, c'est que contrairement à d'autres, peu importe dans quelle niche ou quel business tu es, le copywriting intervient dans tous les cas. Donc, ce n'est pas une compétence qui, sur une vision long terme, te servira à rien. Dans tous les cas, t'apportera forcément des résultats parce que tu en auras toujours besoin, peu importe dans quelle étape tu en es. Ok, très bien. Du coup, je pense que maintenant, on sait ce qu'est le copywriting. Hein. D'ailleurs, si vous êtes une merde en copywriting, branchez-vous copywriting, allez chez Alex, tout simplement. Mais avant ça, toi, du coup, tu nous as expliqué les plusieurs manières de la délivrer, en quoi ça consiste. Toi, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que c'est ton offre en quelques mots? Alors, mon offre sur la partie e-learning ou formation, ça va être vraiment prendre une personne et lui apprendre tous les insights et toutes les manières de copywriter, que ce soit dans la façon d'écrire leurs vidéos, leurs stories, tout ce qui va être la partie rédaction. Donc, au début, ça va beaucoup être de théorie. Après, on va faire beaucoup d'exercices pratiques. C'est-à-dire qu'on va aller directement sur le terrain, tester, voire réajuster. On va pouvoir faire du rodage avec les clients directement sur le marché. Et le but à terme, c'est que la personne comprenne et maîtrise totalement sa niche dans le terme de copywriting et le copywriting en général. Donc selon les profils, ça prend plus ou moins de temps. Mais généralement, chaque personne qui rentre chez moi ressort avec cette compétence et la maîtrise. Et c'est ce que je prône et ce que je vends à l'heure actuelle. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, la collaboration qu'on a eue quand on a commencé à bosser ensemble. J'aimerais savoir, avant qu'on se rencontre, avant qu'on bosse ensemble en one-to-one, t'en étais où dans ton business? Tu faisais quel chiffre? Dans quelle situation de vie t'étais, tout simplement? Qu'est-ce que tu faisais ailleurs? Bon, les gens le savent maintenant, t'étais éboueur avant. Donc voilà, remets-nous un peu dans le contexte, replonge-nous dans le Alex d'il y a quelques mois. Quand on s'est rencontrés, moi, ce que je voulais faire de base, c'est l'infopreneurial dans la création de contenu en général. Donc, j'ai démarré par la petite porte où je faisais des vidéos pour donner des astuces pour scripter, tourner des plans, faire ses montages. Le problème, le premier souci, c'est que je faisais des vidéos sur des sujets que je ne maîtrisais pas. Donc, ça se ressentait déjà dans un premier temps dans la vidéo. Et en plus de ça, je prônais des compétences que je connaissais à peine. Donc, je faisais très peu de vues, très peu de résultats. Voire même pas du tout, en fait, pour être honnête. Que mes vidéos marchaient moyennement bien. Il y avait des vidéos qui faisaient 2-3 000 vues, qui à l'époque, pour moi, étaient des stats décentes. Ça m'avait ramené beaucoup de conversations. J'ai rencontré beaucoup de personnes sur ce premier compte. Il faut savoir que je partageais une vidéo par jour pendant 65 jours. Donc j'ai quand même bâti quelque chose. J'ai eu 1300, 1200 abonnés, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui peut être déjà un premier jet. Mais j'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais, parce que je ne comprenais pas ce que je faisais, dans tous les cas. Et j'avais essayé de vendre quelques produits. Donc en premier, j'avais fait une offre free où je venais récupérer des clients et je les accompagnais sur 3 mois sur de la création de contenu. Ouais, je me rappelle. Et ça a été mes premiers clients, des clients qui ne rapportent pas, mais qui apportent de l'expérience. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, mais que je n'avais pas les compétences pour les accompagner dans leur objectif, parce que moi-même, je ne les avais pas encore atteints, en fait. Donc ça a été ça le premier blocage qui a fait que je me suis dit, OK, j'aime ce que je fais, mais je ne sais pas le faire. Il faut que j'apprenne à le faire avant de vouloir le vendre, en fait, directement. Ok, et du coup, c'est très drôle parce que on parle souvent de tout ce qui est vanity metrics, donc des métriques qui servent à rien. Donc, ma vidéo a fait 500 000 vues. Oui, d'accord, mais combien elle t'a rapporté réellement de leads et des leads chauds, bouillants, qualifiés qu'on payait avec qui tu bosses aujourd'hui? Du coup, déjà, avant, tu étais grave axé sur ce genre de métriques. Ouais.
Donc c'est drôle que tu me dis ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure en plus quand on était posé au resto. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, rapidement, hein, comment on s'est connus, surtout comment tu m'as connu, parce qu'on a discuté un peu avant de, Beaucoup, ouais. avant de passer ensemble au début. Alors, j'étais tombé sur un réel par hasard. Je sais plus le premier réel que j'avais vu de toi, mais je sais le premier réel qui a déclenché une conversation, c'était sur les réels d'essai. Quand tu avais sorti une vidéo, tu parlais de l'astuce et tout. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà testé, donc c'est pour ça que j'en avais commencé à parler, où tu demandais des retours de gens qui avaient déjà testé. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais pas fait beaucoup de vues, mais j'avais une vidéo qui avait fait 30 000 vues, et qui, du coup, j'avais essayé de reproduire sur plusieurs formats. Et vu que je n'y arrivais pas, en fait, je commençais beaucoup plus à essayer de m'auto-former. Du coup, en fait, l'algo Instagram me faisait remonter beaucoup de gens qui apprenaient la création de contenu, qui me montraient des insights dedans. Et je suis tombé sur ton compte et j'ai tout bouffé, toutes les vidéos, j'ai tout regardé. Je me suis dit, en fait, il a l'ADA que je veux, il fait ce que je veux, et il arrive à bien le faire, il fait des bonnes stats. Donc j'ai commencé à tout regarder, tout ce qui était en freemium, j'ai récupéré tous les leads magnets possibles et imaginables, et j'ai commencé à me former avec ça. Et ça qui a fait que je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, et si je dois bosser avec quelqu'un, ce sera peut-être avec lui, parce qu'à cette époque-là, j'étais pas trop sûr. Sauf que quand on fait de la création de contenu, on se fait prospecter tous les jours par des formations, des accompagnements. Donc sur cette période-là, je passais peut-être 3 ou 4 heures par semaine en appel de closing avec des formateurs, des accompagnateurs, des coachs, de tout horizon. Donc pour l'instant, c'était encore flou vers qui j'allais me tourner, mais c'était ton contenu que je consommais tous les jours, c'est sûr. Ok. C'est drôle parce que tu parles des lead magnets, donc c'est grave puissant, tu vois. Faites des très bons lead magnets, ça sera le sujet d'autres vidéos sur la chaîne. Si je résume bien, tes problèmes de base, c'était du coup, tu avais un manque de visibilité, un manque de lead. Tu t'attardais beaucoup sur les vanity metrics, donc les likes, les vues, metrics qui sont pas forcément très importantes en soi. C'est simple, je postais la vidéo et je pense que c'est quelque chose que sûrement beaucoup de gens font. Je postais la vidéo et je réfléchissais pour voir les stats monter. Mon ego montait ou descendait selon les stats que je voyais. Et vu que je n'avais pas encore la notion business, c'était les seules choses que je regardais. Est-ce que mon travail était récompensé par les vues, par les commentaires, par les likes? Et c'est quelque chose que je déconseille à tous, parce que ça vous contrôle le mental. Si vous faites une très bonne vidéo, vous allez être très content. Le lendemain, vous faites une vidéo qui flop, vous allez oublier la vidéo de juste avant et vous allez être dans un mal pas possible en essayant de comprendre, en disant pourquoi ça marche pas. Et c'est pas quelque chose de bon. On peut faire de l'analyse de vidéo, pourquoi ça a pas marché, pourquoi ça a marché. Mais dès qu'il y a de l'émotionnel qui rentre dedans, c'est la pire des voies, parce que en fait, ça vous contrôle et vous faites même plus ça par passion. En fait, vous faites ça juste pour flatter votre ego, de voir que vos vues montent, vos abonnés montent, mais c'est pas ça qui va remplir le frigo, donc ça ne sert à rien en fait dans l'immédiat. Ouais, c'est méga intéressant ce que tu dis, parce que ces vanity metrics en fait, elles ont aucun impact en fait sur ton business, quoi. Parce que et même ça t'éloigne en fait, même dans ta tête, t'es en mode, là je fais des vues géniales. Ouais, tu dors mieux la nuit. Peut-être que tu dormais la nuit. Non, c'est vrai, peut-être que tu dormais mieux la nuit, mais derrière par contre. Comme tu dis, le frigo était toujours vide et tu rentres pas de lead, pas de cash forcément. Donc, ok, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a eu juste un élément vraiment marquant qui t'a fait dire, ok, là j'ai vraiment besoin de quelqu'un là maintenant, parce que je sais pas, peut-être ça faisait un moment que tu postais, il se passait rien, peut-être que il y a eu un truc, tu te dis non mais là c'est bon, j'en peux plus, genre il y a rien qui se passe. T'étais dans quel mood en fait quand tu t'es dit, ok. Là, j'ai passé plein d'appels, mais là, il faut vraiment que je passe à l'action, quoi. C'était vraiment... En fait, c'est un peu personnel, mais je pense qu'on est là aussi pour partager des expériences de vie. Il y a un matin, j'étais au boulot, et quand on fait ce genre de métier, on est souvent confronté à avoir des odeurs assez fortes, des gens un peu qui dévisagent. Ouais. La plupart des gens sont très respectueux avec les éboueurs, hein, ça, il n'y a pas de souci, même les enfants, beaucoup. Mais c'est pas un métier qui est dur physiquement, c'est un métier qui est dur mentalement. Et il y a un matin où j'étais vraiment, vraiment pas très bien. J'avais changé pas mal de poubelles et il y avait beaucoup d'odeurs, ça m'avait donné envie de vomir. Et en fait, à ma pause, je me suis assis, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. J'avais mon petit truc, je faisais mes vidéos, mais je prenais le truc un peu à la légère parce que j'avais mon métier d'éboueur et que j'ai ma sécurité, j'étais en CDI. Donc mes vidéos marchent pas, c'est pas grave parce que c'est pas avec ça que je mange. Et en fait, je me suis dit, si je continue avec cette mentalité-là, je vais jamais faire de bonnes vidéos et je vais toujours être dans mon métier. Et je me suis dit, en fait,
faut que je prenne un risque. Peut-être que j'ai pas beaucoup de côté, mais j'ai vu plein d'offres possibles. Il faut que je prenne position et que je me dise, en fait, c'est maintenant ou jamais. C'est soit je continue de me lever le matin à reculons parce que je fais un truc qui me plaît pas, ou alors je prends des risques et au pire des cas, je reste dans ma situation où j'ai mon CDI, ma sécurité, ou ça marche bien et je peux enfin quitter ce boulot qui me détruit mentalement, en fait. Ok. Et du coup, j'imagine, nous, du coup, pour l'histoire, on avait un peu parlé sur Insta. Tu m'as dit non, mais t'inquiète, je vais prendre ton accompagnement, juste pas maintenant. Genre, moi, j'étais en mode ok, oui, bon, comme énormément de mecs qui te disent oui, t'inquiète, blablabla. Bon, avec le temps, on calcule plus trop. Mais ouais, j'avais eu ce truc et du coup, je t'avais quand même bien senti parce que moi, je m'étais dit, allez, au milieu de tous ces mecs qui me disent oui, il y a bien un mec qui me ment pas, tu vois. Hormis tous les gens qui disaient oui sans rechigner. Est-ce que, quand on a eu l'appel, quand on a eu tout, t'as hésité? Est-ce que t'as eu des petites phases d'hésitation? Et si oui, pourquoi? J'avais eu des hésitations et c'est pour ça que j'avais pas pris l'appel dans un premier temps. Parce que, en fait, j'avais pris beaucoup d'appels et à chaque fois, en fait, j'avais l'impression de leur faire perdre leur temps parce que mentalement, je savais très bien qu'en rentrant dans l'appel, je n'allais pas payer. Ouais. Je venais beaucoup dans les appels pour apprendre des petits trucs, mais je me suis vite rendu compte que, en fait, au début, je pensais que dans les appels de closing, ils délivraient de la valeur. Or, c'est rare. C'est très rare. C'est rare. C'est très rare. Et du coup, en fait, moi, je perdais du temps, eux perdaient du temps, et ça ne servait à rien. Et du coup, en fait, par rapport à tes vidéos, le doute que j'avais, c'est que pour moi, parce que c'était au tout début, donc tes prix étaient un petit peu moins chers de ce que tu es aujourd'hui, et je m'étais dit, j'ai pas le budget pour travailler avec lui. Okay. C'était ça le premier blocage, c'est que vu la qualité de ses vidéos, vu la qualité de sa DA, c'est impossible qu'il soit dans mes tranches de prix et de mes tranches de budget. Donc c'est pour ça que de base, j'avais pas pris l'appel. Le jour... Alors que, je précise, on le dit, au début, on commence tous, on fait pas mal d'erreurs. Au début, c'était un accompagnement, c'était sur 3 mois. Ouais. J'étais à 1000 balles, quoi. Ouais, 1000 euros. Ouais. Mais faut commencer quelque part, faut pas me jeter la pierre, mais c'est vrai qu'au début, j'étais à 1000 balles, mais du coup, tu savais pas. Non. Tu pensais que c'était bien plus. Moi, j'avais fait beaucoup d'appels où ce qu'on me vendait, c'était entre 3 à 5 000 euros, généralement. Qui sont en soi les prix du marché. Ouais. Et en plus de ça, les gens qui me vendaient ça, je regardais leur compte Instagram, ils avaient pas beaucoup de résultats. Ouais. Je me disais que toi, du coup, si on par chemin de logique, toi, tu as les résultats, donc tu devais être forcément plus cher qu'eux. C'est ce que le premier chemin mental, c'est ça. Ouais, la valeur perçue était... Et je me disais, si eux, ils ont l'audace de vendre ça à 3 000 euros alors que tu regardes leurs vidéos, elles font 1000 vues, un mec qui vient taper des 15, 20, 30, 50, 100 000, 200 000 vues, genre, il va jamais vendre un truc en dessous de leur prix. Et on en avait un petit peu discuté où tu m'avais donné une tranche de prix. Et c'est là que j'avais pris l'appel. Je m'étais dit, OK. Ouais, c'est maintenant, parce qu'après, ça a augmenté. Et ça a augmenté. Et ça a augmenté quelques semaines après. Ouais, je crois là. Ouais, la semaine d'après, je crois. Ouais, c'est ça. Mais par contre, dans l'appel de closing, moi, je n'avais aucun doute. Je savais très bien qu'à la fin, j'allais payer. Oui, j'avais vu, c'était pas. Pas du tout. Je me souviens même à la fin, quand on avait reparlé du prix et je t'avais dit, OK. Tu m'avais dit, OK, genre en mode. Il y avait eu un blanc, je te disais en mode comment ça, OK? Je dis, non, mais vas-y, envoie-moi le lien. Tu veux le lien payer maintenant? Oui, je veux payer maintenant. Genre, on va pas attendre 1000 ans. Et après, moi, j'avais pris en plusieurs fois, chose que je déconseille un peu de vendre en plusieurs fois. Les gens sont beaucoup moins impliqués généralement. Mais de ouf. Moi, c'était juste une question de budget. Parce que à ce moment-là, sur mon compte, je crois que j'avais 1400 euros et je savais que j'allais avoir des dépenses. Je pouvais pas sortir. J'avais peur de sortir 1000 euros. J'avais carrément oublié que tu avais payé en plusieurs fois. Ouais, moi j'avais payé en plusieurs fois. J'avais payé en 3 fois. Et je m'étais dit, non, si je sors 1000 euros tout de suite, ça peut me mettre dans la merde le mois d'après. Donc j'avais préféré payer en plusieurs fois. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai, si vous pouvez vendre en one shot, vendez tout en one shot. Parce que les gens qui prennent en plusieurs fois. C'est bon, les paiements en 3 à 10 fois, c'est fini. Il faut arrêter de faire ça. Non. Les gens sont beaucoup moins impliqués parce qu'ils sentent moins la dépense. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Je n'avais pas l'impression d'avoir dépensé 1000 euros. Quand on paye en plusieurs fois, on n'a pas l'impression d'avoir sorti 1000 euros. Mais moi, j'étais très impliqué. Mais en fait, j'ai beaucoup remarqué chez certains des clients, quand ils sentent pas la grosse dépense, ils sont moins impliqués que ceux qui viennent de sortir 2-3 000 euros cash de leur compte, ou quand ils vont sur leur compte, ils voient qu'il manque cet argent-là. Là, ils bossent plus que les autres généralement. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi.
Que ce soit moi, quand je le vends, et on voit sur tous les élèves qu'on a eu les résultats. Bon, toi, tu es une anomalie parce que tu as été un très beau résultat et on en parlera après d'ailleurs des résultats. Moi, j'aimerais savoir, du coup, on a bossé ensemble, tu es passé à l'action, tu n'as pas bégayé, comme on dit. On a commencé à bosser ensemble. C'est quoi le premier truc, la première action qu'on a mis ensemble où il y a eu direct du résultat? Qu'est-ce qui est vraiment le truc? Tu t'es dit, ah ouais, ok, là, il y a vraiment une plus-value, il y a vraiment un truc qu'on a mis ensemble avec toi, où direct, ça a fait mouche et c'est parti direct, quoi. Le persona. Ouais. Tout simplement, simplement le persona. Je faisais des vidéos où je ne parlais à personne. Je parlais de création de contenu, mais je ciblais pas à qui je voulais m'adresser. Qui fait que quand on tombait sur mes vidéos, tout le monde pouvait s'y retrouver, mais à la fois, je pouvais cibler personne. C'est-à-dire que je ne savais absolument pas qui regardait mes vidéos et pourquoi il les regardait. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est redéfinir un persona clair, savoir à qui on parle, ce qu'on lui vend, comment on lui vend, comment on s'adresse à lui dans tous les cas. Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà senti une différence de j'ai les mêmes profils qui like et qui commentent mes vidéos, plutôt que j'ai un jeune de 18 ans qui est intéressé par le montage vidéo, un autre qui est intéressé par savoir écrire des scripts, et en fait, ils n'ont rien à voir en commun. Là, j'avais des profils qui revenaient. Je n'ai pas eu des gros résultats directement, mais par contre, j'ai eu directement des gens qui étaient pile mon persona, parce qu'on allait les chercher à travers les vidéos, à travers le script, à travers les mots qu'on employait dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on s'adaptait au niveau de compréhension de l'audience qu'on ciblait. Et ça a été le premier truc qui a fait déjà une belle différence dans mes vidéos. Et du coup, dans un deuxième temps, dans cette première phase, quand on a eu ce premier, du coup, on a fait cet ICP, ce persona, de ton côté, comme tu le dis, tu as pu commencer à toucher les bonnes personnes, à attirer vraiment les gens et écrire notamment, et surtout tourner des vidéos qui vont résonner dans leur tête, tu vois. Quels ont été en fait les premiers chiffres que tu as fait? Au bout de combien de temps c'est arrivé? Les premiers clients, voilà, dis-nous en plus sur un peu voilà, comment ça s'est passé. Alors, dans un premier temps, on a eu un problème avec mon compte Instagram. C'est-à-dire qu'au début, je faisais, moi, avant l'accompagnement, pas de vues. Ouais. Donc on stagnait, j'avais quelques vidéos qui avaient fait... j'en avais une à 30 000, une à 15 000, et le reste, c'était entre 500 à 2000, grand maximum. Quand on a commencé à travailler ensemble, on faisait pas plus de vues, alors qu'on avait amélioré chaque chose. Donc, en premier temps, on avait amélioré le persona. Après, on avait restructuré le compte. Après, on avait fait une DA forte. Ouais. Et après, on avait, par rapport à tout ce qu'on avait fait en avant, on avait reanalysé, restructuré, analyse concurrentielle, vraiment comprendre nos erreurs. Et malgré tout ça, ça marchait pas. Ouais, ça marchait pas. Ça marchait pas. J'étais désespéré. Et je me disais, putain, il y a un problème. Alex, il y a un truc que tu m'as caché. Parce que c'est drôle, parce que là, peut-être les gens, ils s'attendaient à... Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu t'attendais vraiment à te dire, ok, ça a marché direct, ça explose direct. Alex, tu m'avais caché une seule chose qu'on déconseille énormément. Qu'est-ce que tu faisais avec ce compte juste avant? Il faut savoir qu'avant la création de contenu, je cherchais plein de petits business pour commencer à me faire de l'argent sur les réseaux sans trop de compétences. Et le truc qui revenait très souvent, c'était les setters. Donc, c'est de la prospection à froid, à chaud ou à tiède pour vendre des offres. Et j'avais commencé à travailler avec pas mal de personnes et je faisais beaucoup de prospection à froid. Donc, il faut savoir, prospection à froid, c'est vraiment aller contacter des gens qui n'ont rien demandé et essayer de leur vendre un appel de vente pour qu'ils, après, touchent une commission. J'ai envoyé 120 messages par jour sur ce compte. Pendant combien de temps? Peut-être 1 mois et demi, 2 mois. C'est énorme. Au début, beaucoup moins de messages, mais à la fin, c'était 120 messages par jour et beaucoup de copier-coller pour le icebreaker, pour le premier message. Et ça, Instagram, je ne savais pas, mais le détecter quand on copie-colle des messages. Ouais, outrance, bien sûr. Ouais. Et surtout que là, c'était tous les jours, quoi. En fait, donc, en bref, Alex a juste cramé son compte. Du coup, on était en mode, putain, mais ça marche pas. Et du coup, t'avais déjà une petite commu et tout, avant même qu'on bosse ensemble. Une petite commu, t'avais, je crois, 800 000 abonnés à peu près. Et je te dis, Alex, là, faut repartir sur un compte, parce que tu m'avais caché ça, on repart. Donc, j'étais vraiment désespéré. Je me disais, putain, avec tous les autres, ça marche de ouf. Et toi, on n'est pas... Enfin, les autres, on a des résultats chiffrés. Leur commu, elle était qualifiée, elle grandissait. Comme je dis, le chiffre, ça faisait que monter pour les autres membres. Et j'étais en mode, putain, Alex, c'est pas possible. Parce que t'étais l'un des plus investis en plus.
Je me disais, putain, mais merde, ça marche pas, ça marche pas. Donc là, je te dis, enfin, pas t'as pété les plombs, mais je pense que t'as eu le seum au début. Ouais. Alex, il faut recréer un compte là, parce que là, malheureusement, ton compte est cramé. Parce que, pas parce que oh, tu fais pas du et tout et le contenu est merdique. Parce que oui, ça, c'est aussi la facilité, faut pas se dire ça, hein, surtout Non, pas. non. Si vous faites pas de vues alors qu'il s'est rien passé de fou sur votre compte, c'est peut-être qu'il y a un gros problème. Ou si vous avez pas, surtout, enfin, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de clients, il se passe rien. Il y a peut-être un problème et du coup, on relance ce compte. Et là, concrètement, en termes d'impact que ça a eu, en termes de chiffre d'affaires et en termes même de communauté, sur ton offre, du coup, sur le copywriting, quels ont été les résultats? Comment ça s'est déroulé? Raconte-nous un peu ce moment où il se passe tout ça, quoi. Bah, c'est simple, la première vidéo qu'on a postée sur un compte tout neuf à 0 abonnés, à cette époque-là, je faisais beaucoup de cross-posts, donc je postais sur TikTok et Instagram. Je poste la vidéo sur TikTok et Instagram en même temps. La vidéo sur Instagram stagne à 70 vues en 1 heure. Et je me dis, bon, comme d'habitude, ça flop. Mais après, c'était pas étonnant parce que c'est un compte qui a 0 abonnés. Je m'attendais pas à avoir des résultats. Ouais, bien sûr. Et moi, il faut savoir que j'ai désactivé toutes les notifs sur TikTok et je vais quand même voir, juste pour voir si ça a marché. Et sur TikTok, je vois que la vidéo, elle était déjà à 40-50 000 vues en même pas 2 heures. Et elle faisait que monter. TikTok, ça a explosé. Et j'avais un côté j'étais en mode un peu déçu parce que j'ai pas envie de marcher sur TikTok, mais quand même content parce que la vidéo performe. Ouais, bien sûr. J'aurais préféré que ça performe sur Instagram, mais c'est pas grave. Je pose mon téléphone et le lendemain, la vidéo sur Instagram était à 30-40 000 vues et elle est montée en 48 heures à 200 000 vues. Donc, première vidéo, 0 abonnés. Elle a rapporté 7 000 abonnés sur la première vidéo. Et du coup, en fait, là, j'ai eu des contacts dans tous les sens où les gens, tout simplement, parce que je partageais beaucoup mon histoire sur cette vidéo-là, les gens ont beaucoup aimé mon storytelling, ma manière de scripter, et j'ai eu un client sur cette vidéo alors que je parlais pas d'offre. Ouais. Je parlais de rien du tout, juste la personne a aimé ma manière. Mais pas encore, t'avais rien fait encore. J'avais rien fait, c'était juste une vidéo où je présentais que j'étais éboueur, que je voulais quitter mon boulot et que j'allais me lancer sur les réseaux. C'est ça la vidéo. C'était juste une vidéo d'intro. Exactement. Voilà, je suis éboueur, j'aimerais partir grâce aux copies, tout ça, et let's go, quoi. Et j'introduisais même pas le fait que j'allais potentiellement quelque chose à vendre. Il n'y avait rien sur le papier. Et j'ai déjà eu quelqu'un qui voulait travailler avec moi, qui lui, en fait, aide les entrepreneurs à aller voir des clubs d'investisseurs et se faire financer. Et il voulait avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et il aimait ma manière de scripter. Et on a directement travaillé ensemble. Du coup, je l'ai close à 800 € pour 3 mois. Ok. Donc, c'était pas cher du tout. Ouais, c'est normal, c'est le début. Mais pour une personne où c'est même pas une story de vente, c'est même pas un contenu expert qui la ramène, mais il a même pas une lead manette, juste il a été convaincu sur. Bon, après, il y a eu 2 appels de closing. Un premier appel où on s'est présenté, un deuxième appel où je lui ai présenté ce qu'on pourrait faire ensemble, et c'est là qu'on a signé. Ok. C'est drôle parce qu'on voit en fait qu'à chaque fois quand on commence un peu, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Sur les prix, on n'ose pas mettre un gros prix et tout, alors que aujourd'hui on a augmenté nos prix et même en fait on est dans les prix du marché, tu vois. C'est même pas donc c'est ça qui est fou, c'est de se dire que on se souvent à un point des fois c'est après on commence, on fait tous des erreurs, tu vois. Toi t'as commencé quoi il y a 9 mois à peu près. Ouais. Voilà, il y a 9 mois, moi, pareil, on a commencé quasiment ensemble. Moi, j'ai commencé en janvier, à peu près. Ouais, moi, j'ai février-mars. Voilà, donc c'est normal, on fait beaucoup d'erreurs au début, surtout quand on n'est pas vraiment accompagné. Et du coup, premier client, tu commences à bosser avec lui, tout se passe bien. Tu continues le content. Ouais. Dans l'histoire, c'est ça, tu continues le content. Et après, du coup, niveau des clients, comment ça se passe quels ont été tes premiers, deuxième, troisième mois? Aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que tu peux nous faire un peu la timeline sur... Là, à l'heure actuelle, on fait rentrer des clients beaucoup sur les stories de vente, parce qu'il n'y a plus beaucoup de contenus qui sont postés. Donc, c'est mon principal moyen d'acquisition. Et on est plus maintenant... Avant, je faisais beaucoup de la prestat de service, donc c'est-à-dire que je faisais du copywriting pour les autres. Maintenant, je suis plus dans tout le côté formation, e-learning, coaching. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. On a surtout plus de résultats facilement parce qu'on est derrière la personne plutôt que venir intervenir à un moment dit et après disparaître. On a vraiment le temps d'analyser les choses et de faire bien les choses. Et par exemple, sur le mois de septembre, on a eu 7 000 € de chiffre d'affaires entre la prestat de service et la formation.
Et là, sur le mois de novembre, on est à peu près à la même chose, mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher les 10. Ok, parce que là, on est le 19. Le 19, donc il y a encore un peu de temps. Il y a encore un jour, ok. Enfin, là, du coup, je t'ai cramé une journée. Une journée de table. On fera une petite story, ça sera rentabilisé. Bien sûr. Ok, du coup, t'as de très bons résultats, donc c'est très bien. On en a parlé tout à l'heure que tu comptes vraiment pas t'arrêter là, et de toute façon, on va te mener bien plus loin que ça. J'aimerais savoir, tout à l'heure, on a parlé un peu de qu'est-ce qu'on a fait réellement, techniquement, qui a pu te permettre d'arriver là. Dans la méthodologie de travail maintenant, dans ma manière en fait d'enseigner que j'ai, dans ma pédagogie, dans ma manière de voir les choses, est-ce qu'il y a un trait de caractère ou quelque chose qui t'a vraiment marqué et quelque chose qui t'a vraiment aidé justement à atteindre, à t'amener là aussi? Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais dans le business, il n'y a pas que la partie technique. Des fois, c'est énormément une question de mindset. Ouais. Parce qu'en fait, si dans le cerveau, ça ne suit pas, bah forcément, dans le business, même techniquement, tu as beau avoir toutes les connaissances du monde, il y aura toujours un blocage. Donc, je pense que c'est important de parler de ça. Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui t'a marqué par rapport à ça? C'est le côté que tu es ultra franc. Ça peut, je pense, peut-être déranger certaines personnes qui ont des problèmes d'ego. Mais je sais que quand je te montrais des plans ou que je t'envoyais un script qui était merdique, tu me disais c'est merdique directement. Et tu passais pas par quatre chemins. Sans non plus que ça soit vexant, parce qu'il y a toujours eu ce côté un peu familier qui s'est installé dès le début, où en fait on est vraiment en mode ami plutôt que... Quand on prenait les appels ensemble, j'avais pas l'impression de me faire former, j'avais l'impression d'être en appel avec un ami à moi qui a plus de connaissances que moi et qui m'aidait à me développer. Et ce qui fait que quand j'avais ce genre de critique positive, c'est ça, moi, qui m'a mis vraiment des coups, c'est que tu m'as pas dit des trucs pour me faire plaisir. Quand tu me disais c'est bien, je savais que c'était bien. Quand tu me disais c'est nul, je savais que c'était nul. Et j'avais besoin de ce truc-là où en mode, on vient pas prendre 1000 chemins pour dire quelque chose. Et on était direct, c'est important. Ton plan, tu le refais, c'est de la merde, il va pas. Ok, on refait. Et le plan d'après, ok, c'est bon, c'est validé. Et on passe à l'étape d'après. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a beaucoup aidé. Parce que au début, j'avais un peu de mal avec ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, t'as payé pour qu'un mec te dise ce qui va pas. Ouais. Donc quand on te dit ça va pas, genre ne dis pas j'ai fait de la merde, dis faut que j'améliore. Et c'est ça qui a changé totalement. Okay. Je pense que si j'aurais pas eu ça, peut-être que j'aurais pas été aussi impliqué, parce que j'avais ce truc-là aussi de me dire je veux que ça réussisse et je veux montrer un plan à Léo et qu'il me dise il est bien fait. J'avais ce côté-là. Ouais, t'avais ce truc, tu voulais aller chercher cette validation. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ultra intéressant parce que tu vois, des fois on parle de CSM, coach success manager, on parlait, j'en rigolais la dernière fois. Que j'étais en mode, le jour où j'ai découvert que ce poste existait, pour ceux qui ne savent pas, un peu dans les accompagnements, ou même, je dirais, quand vous avez des clients, accompagnement, peu importe, dans une boîte, c'est quelqu'un qui va vérifier si tout se passe bien, s'il y a des résultats, qui va voir si vous faites bien les choses, etc. Et du coup, au début, quand tu fais tout toi-même, tu as tous les rôles. Donc, j'avais vraiment... Enfin, on le voit même aujourd'hui dans les coachés. Des fois... il y en a, ils vont peut-être abandonner, mais tu as juste peut-être à venir faire un appel avec eux ou juste rien que leur envoyer un message, tu vois. Et un truc qu'on fait vraiment beaucoup avec les gens qu'on accompagne, c'est vraiment leur mettre des coups de pied au cul tout le temps. Et je pense que, tu vois, si je fais pas ça, au début de l'activité, j'aurais eu aucun résultat. En fait, je me serais enterré et j'aurais plus jamais continué, tu vois, les accompagnements. Et je pense que des fois, même une phrase ou juste un coup de pied au cul, en gros, c'est de la merde, genre, tu vois. Comme c'est ça. Comme je te disais, tu vois, le franc-parler du Sud, je pense que ça peut faire la diff des fois. Donc, c'est ultra intéressant que tu débattes là-dessus. Et c'est pour ça que, même dans les startups, les trucs comme ça, il y a des... je connais pas les noms, mais tu sais, c'est des noms un peu bullshit, genre Chief Happiness Officer ou Chief Success, mes couilles, tu vois. Genre, c'est vraiment des postes pas à la con, du coup, ça marche vraiment. Ça marche, mais c'est vrai que... sur le papier, c'est à la con. Je pense que quand t'es employé, que tu vois ça à côté, t'es en mode what the fuck, genre c'est quoi ce truc? Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je vannais ça avant, et aujourd'hui, en fait, c'est ultra important, tu vois, on appelle régulièrement les élèves, on leur met des coups de pied au cul, parce que c'est important, en fait, les gens te payent pour ça, tu vois. De fou, et puis c'est à ce côté-là où en mode, quand tu vois que t'as payé un accompagnement, que t'as un petit moment de mou et que la personne, elle vient te chercher, te dire non, écoute, genre là, ce que tu m'exprimes, c'est juste que tu manques de motivation, il te remet en selle, genre tu dis ok, genre il est venu me chercher, il faut que je lui prouve, et ça relance la machine, parce que forcément,
tout ce qui est business d'accompagnement, de formation, il y a des moments de down parce que c'est souvent des longues périodes, 2-3 mois. Et en fait, sur 2-3 mois, des fois, il y a des moments où tu as juste envie de lâcher. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te dire non, tu n'as pas le droit de lâcher, il y a certains profils qui vont réellement lâcher. Ouais, bien sûr. Donc, tu es obligé de le faire. Et pour moi, c'est ultra important. Et justement, dans ton accompagnement, c'est ça qui est aussi très bien fait. Or, le côté théorie, pratique, tout ça, tous les modules qui sont ultra poussés. Là, on a vraiment aussi ce côté-là avec les coachs où dès qu'on sent que la personne est un peu plus molle, on va venir la récupérer et la remettre. Tu vois. Et ça, c'est ultra important. Je pense que, je sais pas si beaucoup de gens font ça, mais pour moi, pour la réussite, ne serait même pour le côté retour client, c'est ultra important. Qu'ils se sentent accompagnés. Parce que c'est bien facile de payer. Oui, bien sûr. C'est et pas si juste dire derrière, j'ai un accompagnement. Quoi. Ouais, c'est ça. On sent qu'on est derrière quelque chose. Quoi. Toi, du coup, tu avais fait beaucoup d'appels. Avant, est-ce que tu as même essayé d'autres services d'accompagnement, d'autres formations avant qu'on bosse ensemble, du coup? J'aurais pu, mais ça a été mon premier investissement dans les formations. Et heureusement, parce que je pense que quand je vois un petit peu vers qui je me serais tourné normalement, je vois ce qu'ils font à l'heure actuelle. Et, ils ont changé entre-temps 3 fois de business. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc tu vois bien. Après, c'est quelque chose que je compte reproduire. Parce qu'en fait, ça m'a ouvert la porte de... Avant, je pensais moi réellement que business, formation, accompagnement, tout ça, c'était du scam forcément. Ouais. Pour moi, j'étais un peu dans le mode... S'il n'y a pas une école pour faire ça, c'est que la personne c'est frauduleux ce qu'elle fait. Maintenant, j'ai totalement changé de façon de voir les choses. Je pense que j'ai beaucoup plus à apprendre d'un mec. Par exemple, moi, je me tournerais plus vers un mec qui a échoué 10 fois qu'un mec qui a réussi une fois. Ouais. Parce que je sais que lui, il va avoir plus d'insight et vraiment plus d'expérience que celui qui a réussi une fois où il n'est pas trop sûr de pourquoi il est là, en fait. Et c'est pour ça, l'auto-formation, déjà beaucoup sur YouTube. Ouais. Et aller chercher aussi, dès que je remarque que j'ai des grosses difficultés dans un truc, aller trouver le meilleur, la personne qui propose les meilleurs services dans cette niche-là et me faire accompagner par cette personne. Rapidement, petit aparté, parce que ça me fait penser à une question que j'avais posée récemment à un élève. Si tu aurais un seul conseil pour choisir un accompagnement, peu importe le domaine, quel qu'il soit, si tu aurais juste une phrase, un conseil à donner, tout simplement. Prends le top 1. Pas le top 2, pas le top 3. Prends juste le top 1. Tu regardes par rapport à toutes les personnes qui sont possibles, tu regardes leurs expériences passées, tu essayes de voir un maximum de retours de clients, mais c'est surtout, en fait, s'il y a une personne qui se démarque des autres, même s'il est 2 à 3 fois plus cher, le 2 à 3 fois plus cher, il vaut vraiment le coup. Donc, prends vraiment le top 1, quitte à vraiment débourser beaucoup plus que les autres. Mais si les autres sont moins chers, il y a une raison. Il y a forcément une raison. Ouais, bien sûr, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que des fois, on en parlait en plus dans le beurre avant de venir, des fois, tu payes des accompagnements très chers, et tu te dis, putain, mais tout est pareil. En fait, tu as une info, un truc que les autres n'ont pas, qui peut littéralement, genre, des fois, on en parlait tout à l'heure des accompagnements, moi, que j'avais pris ailleurs, on est même au-delà des prix du marché, des accompagnements à 8, 10, 12K, où en fait, j'étais venu chercher beaucoup d'infos. J'avais eu que des trucs que je connaissais ou que je maîtrisais, et il y a une seule phrase qui a littéralement changé une des parties de mon business, tu vois, et qui m'a fait énormément avancer. Et en fait, tu te dis, putain, est-ce que j'ai payé autant pour cette phrase, ou est-ce que juste cette phrase-là, est-ce qu'elle vaut vraiment en fait ce que j'ai payé, tu vois? Donc c'est vrai qu'à tous les niveaux, c'est vrai, c'est regarder en fait. Ouais, tout peu importe, hein. Demain, je sais pas, vous voulez vous faire accompagner sur du jiu-jitsu brésilien, regardez un mec qui en fait, qui a une présence, qui a de la preuve sociale, qui a des clients, pour éviter de sortir que ça se passe bien pour vous, tout simplement, tu vois. Mais surtout, éviter... Bon, ça, je vais faire un peu de mal à beaucoup de business, mais tous les gens qui vous contactent en DM pour essayer de vous vendre des informations, des accompagnements, s'ils passent autant de temps à vous envoyer des messages, c'est qu'ils ont du mal à faire entrer des clients, et ça peut être un signe que c'est pas forcément l'expert vers qui se tourner. Pour moi, si vous devez dépenser de l'argent dans une formation, dans un accompagnement, l'effort doit venir de vous. C'est pas quelqu'un qui vient vous chercher, c'est à vous d'aller chercher cette personne. Alors, peut-être que ça se trouve, la personne que vous allez chercher, c'est la même personne qui vous a contacté un mois plus tôt. Mais faites attention, dans la prospection, généralement, plus les gens investissent dans la prospection, plus ça veut dire que la valeur qu'ils délivrent est basse et qu'ils ont besoin de faire du volume parce que les échos que donnent leurs anciens clients sont pas assez bons pour aller chercher de nouveaux clients. Ouais.
Rien à dire. C'est vrai. C'est Hein. bon. Du coup, Alex, ça y est, niveau storytelling, on a vu un peu toute ton histoire, comment t'es passé de 0 à 7K, si je dis pas de conneries. Euh, et maintenant, on va aller chercher plus. Maintenant, j'aimerais, vu que ça fait un moment qu'on se connaît et que tu as été un de mes premiers clients, j'aimerais savoir, aujourd'hui, si tu devrais décrire l'accompagnement, l'expérience que tu as eue avec moi, donc dans ce coaching one-to-one qu'on a eu ensemble durant 3 mois, j'aimerais que tu me décrives tout cet accompagnement, toute cette expérience, comme je t'ai dit, en une seule phrase. Moi, je dirais que tout se résume avec de la discipline. C'est dur, la création de contenu. Il y a beaucoup de choses à voir. Ce que les gens ne comprennent pas trop, c'est que être un bon créateur de contenu, c'est avoir plein de casquettes, que ce soit le montage, le scripting, tournage de plan. Il y a énormément de choses à maîtriser. Et si on fonctionne à la motivation, ça ne marchera pas. Par contre, si tu es quelqu'un de discipliné, que tu t'impliques avec tout ce qu'il y a dans l'accompagnement, c'est impossible que ça ne marche pas. Si tu mets vraiment tout en place et que tu appliques tout, ça va marcher. Le seul truc, c'est est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Est-ce que ça va marcher la semaine prochaine? Ça, c'est le truc qu'on ne peut pas savoir. Mais la discipline fait que ça marchera forcément. Ouais, c'est ultra important de ce que tu dis parce que c'est vrai que quand tu vois tout ce qu'on met en place aujourd'hui au sein de l'accompagnement, c'est très compliqué que ça marche pas. Et pas parce qu'on a des méthodes miracles, qu'on est des magiciens, mais c'est vrai que quand tu as tout un système qui a déjà été prouvé sur je ne sais combien de clients, je ne sais combien de pays même, parce qu'on s'inspire énormément des US, ça on le sait, hein, dans nos méthodes de travail, comment tu veux que ça marche pas, quoi? Tu vois, c'est vraiment le truc de se dire... la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, c'est plus est-ce que tu es vraiment prêt à faire les efforts, tu vois, je pense. Ouais, t'es fou. Parce que je pense qu'on a tous eu dans nos clients, et même toi qui nous regardes, on a tous eu déjà des clients qui n'appliquent rien, ou qui payent et qu'on les voit plus jamais, ou même ils sont ultra motivés d'un coup pendant une semaine, 2 semaines, après silence radio. On les relance, il n'y a pas de réponse, tu vois, ils se rendent compte en fait de la charge de travail. Et en fait, il faut se dire que si cette liberté financière, on va dire, c'est un peu bateau, mais si vous voulez faire plus de cash, c'est pas facile en fait. Donc, et en fait, j'ai envie de dire heureusement pour nous, heureusement pour tout le monde, sinon on sortirait pas du lot, quoi. Mais après, Donc, il y a un parallèle qui est sympa à faire, parce que j'ai eu une discussion avec un ami où en fait on me parlait un peu de mes revenus à l'heure actuelle. Et il m'a ouvert un peu les yeux dessus. On parlait justement que j'ai commencé à être bien financièrement et que ça faisait du bien mentalement et tout. Et il m'a dit que j'étais payé au lance-pierre. Je l'ai regardé, j'ai commencé à payer au lance-pierre. Il dit, frérot, ça fait 9 mois, tu sors plus, tu bosses plus. Donc en fait, si on fait le calcul en temps dépensé par rapport à ce que ça te rapporte aujourd'hui, t'es toujours payé au lance-pierre. Parce qu'effectivement, il a raison. J'ai tellement bossé avant que là, ça commence à payer, donc c'est bien, c'est des vraies sommes, mais la charge de travail était énorme. Et je pense que si tu veux te lancer à l'heure actuelle et que tu penses que la création de contenu, c'est une voie qui va être simple, où en fait, il faut juste allumer une caméra et parler, genre, tu te trompes, genre, reste dans le salariat. Il y a beaucoup de boulot à avoir. Par contre, le résultat est aussi gros que la charge de travail que tu auras mis en amont. C'est juste... faut pas marcher à la motivation. La motivation, ça t'emmènera à rien. La première vidéo qui va flop va faire que ta motivation va descendre et ça va pas marcher et tu vas plus jamais relancer ta caméra et c'est fini. Alors que quelqu'un de discipliné, il va juste se dire ok, ça a pas marché, pourquoi ça a pas marché, on fait mieux, c'est tout. bien sûr, parce que tu as beaucoup de personnes, que ce soit salariés et surtout entrepreneurs, parce qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs, c'est bien d'ailleurs, qui comprennent qu'il faut être présent. Il faut être présent, il faut être omniprésent. On en parle souvent de cette omniprésence sur les réseaux. Pas en faisant n'importe quoi, bien sûr. Il y en a beaucoup, surtout des entrepreneurs. Certes, il y a des salariés aussi, bien sûr. C'est vrai que si vous n'êtes pas prêt en fait, à fournir cette charge de travail, ne venez pas, ne commencez pas en fait. Restez où vous êtes. Mais ce qui est drôle, c'est que même un salarié, on peut comprendre. Il y a un certain mindset, tout ça, c'est assez compliqué d'en sortir. Très compliqué d'y revenir, par contre. Non, impossible. Et c'est vrai. Et par contre, les entrepreneurs que j'accompagne, ou même des fois, toi, tu vois, tu le vois par toi-même, les clients, quand je t'en parle, on a quasiment que des entrepreneurs. Même eux qui sont censés avoir un mental vraiment d'acier, hein, parce qu'ils ont déjà leur offre, ils font déjà même un peu de revenus, tu vois, pour la plupart.
même eux, en fait, se disent waouh! Genre, Ouais. c'est complexe. Parce que c'est vrai qu'en fait, au début, l'effort que tu dois mettre au début, Mm. avant d'avoir un Ouais. système bien rodé, bah, c'est vrai que ça demande de l'effort. Mais putain, on te demande quoi? On te demande un mois. Ouais. Ouais. Un mois à fond. Alors que c'est des mecs qui ont déjà donné bien plus qu'un mois pour leur business, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est une question de mindset, que ce soit salarié, Mm. entrepreneur, c'est vrai que des fois, il y a un petit problème sur ça, quoi. Bah, je pense que c'est aussi une question de profil, hein. Regarde, moi, je travaillais 6 jours sur 7 en tant qu'éboueur. Je me levais à 7 heures. Je finissais ma journée de boulot à 13 heures. À 13h40, j'étais en train d'écrire ma vidéo. Je venais à peine de finir de manger, de me laver. Je tournais dans la foulée. Je faisais le montage. Ma vidéo était postée à 18 heures. À 19 heures, j'étais à la salle. Je rentrais à 21 heures. Je me couchais à 22 heures. Et c'était ça tous les jours, du lundi au dimanche. Enfin, du lundi au samedi. Et le dimanche, c'était dédié uniquement à la création de contenu. Simplement, en fait, c'est ce boulot-là qui paye, en fait, au bout d'un moment. Bah oui. Après, c'est sûr que, bah, en tant que salarié, bah, t'es beaucoup plus fatigué que les autres, mais t'as plus la dalle parce que tu sais Ouais, bien sûr. ce que t'as envie de quitter, tu vois. Et je pense que c'est là que va faire la différence entre certains profils. C'est est-ce que tu viens là par une envie ou est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ces résultats ou c'est juste un petit kiff parce que t'as vu 2-3 podcasts et tu t'es dit pourquoi pas? Ceux qui ont vraiment faim, ils vont y arriver. Ceux qui sont là un peu à la cool, Ouais, continue à regarder des podcasts, ça il sera n'y a pas mieux, de je pense. hasard. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Même des fois, on dit, ah, lui, ça a marché pour lui du jour au lendemain. Ouais, Mm. peut-être que pendant 6 ans, Ouais. tu sais, il y avait tu sais, il y a eu le live Twitch Stream for Humanity. Mm. Il y a tu sais, une meuf, je me rappelle plus son nom, qui faisait du violon. Je sais pas si Non, t'as non, pas vu. j'ai pas regardé. En gros, elle fait du violon. Bon, la meuf Mm. est incroyable, hein, très très forte. Et du coup, bah, elle passe sur le live de Squeezie ou je sais plus qui, ou même Amine, hein. Je sais plus exactement. C'était un live global, je pense. Et en fait, bon, bah, ça marche très bien pour elle. Les gens sont impressionnés. Il y a la France Mm. entière qui regarde, forcément. Mhm. Et du coup, sur son Twitter explose, tout explose, tu vois. Et sur Twitter, t'avais des mecs qui disaient en mode ouais, ben pourquoi genre en mode ah putain, ouais, c'est une meuf, t'as percé parce que t'es une Mm. meuf, bla bla bla. Ouais, mais en fait, Ouais. Ouais. en fait, tu vas sur son compte, tu regardes, la meuf elle fait ça depuis pas 40 ans, j'abuse, Mm. elle doit avoir notre âge, tu vois. Mais pardon, elle fait ça depuis 100 ans, quoi. Donc, Ouais. non, non, c'est vraiment important de voilà, mettre les inputs au début, à mort, à mort, à Ouais. mort, à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Et je pourrais dire à mort encore pendant Ouais, 20 longtemps. minutes. Donc, ok, c'est cool, c'est cool. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'accompagnement, je pense, tu vois, si tu te lances là tout de suite dans la création de contenu et que tu dois vraiment se faire ce rodage avant que ça marche, uniquement en te basant ce que tu vois sur les réseaux et sur YouTube, genre, je pense que tu as facile 6 mois, 7, 8 mois où tu es dans le flou, où tu sais pas ce que tu fais. Là, l'avantage de ouais, bien sûr. l'accompagnement, c'est que, ouais, il y a un temps de rodage, ouais, et dans tous les cas, tu peux pas peut-être avoir des résultats genre day one, ce qui est pour moi impossible. Mais par contre, on t'accélère le processus est totalement accéléré. Et en fait, tu sors de là, en fait, tu viens de gagner 6 ou 7 mois parce que en fait, tu as des mecs avant toi qui ont galéré Ouais, c'est ça. et qui ont juste pris des notes en mode OK, ça c'est nul, faut pas faire, ça on oublie, ça on oublie, ça on oublie. Et même, t'as pas gagné 6 ou 7 mois, alors oui, ou même des fois des années, hein, mais surtout, t'as peut-être pas abandonné. Ouais, c'est ça. Parce que 6 ou 7 mois sans rien faire, C'est dur. où il se passe vraiment rien, je connais très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Ouais, c'est vrai. Moi, pour être honnête, quand j'avais commencé à parler de moi, la série du 25 mètres carrés, tout ça, je m'étais dit, allez, je fais 1 an, 365 jours, même si au bout du 364e jour, il ne s'est rien passé, c'est pas grave, je posterai quand même cette vidéo. Je ferai quelque chose pour mon business de bon ce jour-là, même si c'est encore rien passé. Avec du recul, je sais pas, ça a marché plus vite que prévu. Enfin, plus vite que prévu, ça a marché, quoi. Donc, on saura jamais. Mais c'est vrai que ça évite ça aussi, des fois, de laisser un rêve tomber à la poubelle, tu vois. De fou. Comme il y a des gens qui arrivent tout seuls aussi, Ouais. très bien. Donc, non, il n'y a pas de raison de ça. Donc, du coup, Alex, pour conclure cette vidéo, ce témoignage, même si on a traité de sujet, on va dire, j'aimerais que parce que j'allais te poser la question, bateau un peu, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre l'accompagnement, mais changer de décision, je trouve que c'est une question un peu bateau, un peu éclatée, tu vois. Et tu sais qu'on aime bien à chaque fois se démarquer, j'en parle de tout le temps. Qu'est-ce que tu conseillerais, ou plutôt, décris la personne qui ne pourrait pas venir avec nous. La personne qui pourrait pas venir avec nous, c'est la personne qui marche à la motivation, qui se focalise sur les vues et les abonnés
plutôt que l'avancée de son business, qui veut des résultats tout de suite, instantanément, sans travailler pour avoir ces résultats, et quelqu'un qui pense que la création de contenu, c'est simplement poser son téléphone et raconter n'importe quoi et générer de l'argent avec ça. Pour moi, vraiment, la personne qui ne peut pas travailler avec nous, c'est juste la personne qui n'est pas capable de s'investir à 100% dans son projet. Et si, même ne serait-ce que s'investir à 80% dans la création de contenu, ça ne marche pas. Il y a des milliers de créateurs. Il y a des gens qui arrivent tous les jours, des gens qui ont des talents de fou. Et si tu ne mets pas 100% de ton énergie, voire même beaucoup plus, que tu t'investis beaucoup trop, bah en fait, tu vas juste être noyé dans des gens qui ont 4 fois plus faim que toi et qui vont tout arracher pendant que toi, tu vas les regarder monter et toi, tu ne sauras pas quoi faire. Donc pour moi, en fait, si tu n'es pas capable de vraiment mettre toute ton âme dedans, ne viens pas. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. En fait, si tu détestes ton business et que tu n'as pas envie que ça marche, bah, voilà. ne viens pas parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on est vraiment en mode ouais, mais moi, les gens ils nous disent ouais, mais moi j'ai un business, j'ai pas le temps de faire tout ça. Oui, ton business ne marche pas. Donc il faut que tu mettes les inputs nécessaires, tu vois. Donc non, super intéressant ce que tu viens de me dire. Bon, je partage le même point de vue, hein, tant mieux. Au moins ça déjà ça fait un tri. de ouf. Et ouais, je trouvais que c'était plus malin, tu vois, d'avoir une question comme ça. Mm-hmm. Du coup, maintenant Alex, ça fait, je pense, à peu près 50 minutes, 1 heure qu'on parle. Déjà, abonnez-vous à la chaîne. Tu sais que je fais jamais des trucs à abonnez-vous là. Non plus. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, les abonnements sur YouTube, c'est bien, mais les gens, enfin, dans notre funnel, tu sais comment ça marche. Ils viennent de Insta, ils arrivent sur YouTube. Donc on s'en bat un peu les couilles, mais c'est pas important. De toute façon, tu vas pas faire de vidéos YouTube que tu vas pas promotionner sur ton Instagram. Oui, voilà. Donc peut-être dans le futur, mais en tout cas pas maintenant, tu vois. Mais bon, abonnez-vous du coup si vous en êtes resté là. Si là, je te mets face au Alex, il y a 6 mois. Tu as 30 secondes pour lui parler. Et pendant ces 30 secondes, tu dois lui dire quelque chose qui peut lui faire gagner 6 mois instantanément à ce Alex pour te mener à là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça et comment tu pourrais l'amener au point où tu en es aujourd'hui? La première chose que je lui dirais, c'est arrête de te focaliser sur tes stats. Focalise-toi sur l'avancée, sur la structuration de ton contenu. Arrête de faire des vidéos dans le flou. C'est-à-dire que chaque vidéo doit avoir un intérêt, même minime, même ne serait-ce que se dire, voilà, c'est une vidéo où on veut juste créer de la confiance, donc c'est-à-dire que quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer, mais juste créer de la confiance avec son audience. Et focalise-toi sur des sujets que ton persona a envie de savoir. Arrête de penser que ce que toi, tu aimes, c'est ce qu'aime ton persona. Généralement, ton persona, c'est le toi d'avant. Donc, essaye de te remettre dans sa tête, de se dire qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, quels sont ses blocages, et fais des vidéos sur ces points-là. Et c'est ces vidéos-là qui vont, de 1, te rapporter de la visibilité, et de 2, des clients. Si tu parles de sujets qui sont inintéressants pour ton persona, il ne regardera pas la vidéo, et toi, tu seras démotivé, tu ne comprendras même pas pourquoi. Et en fait, c'est juste que ton message, il sert à personne, et en plus de ça, il n'intéresse personne. Donc, juste concentre-toi sur ce que les gens veulent entendre, et toi, concentre-toi sur des vraies statistiques des clients, en fait, tout simplement. Est-ce que quand tu ouvres ton frigo, tu vois qu'il est plein ou qu'il est vide? C'est ça, la stat que tu dois regarder, pas le reste. Ok, magnifique, Alex. Merci à toi d'être venu pour qu'on parle de tout ça. C'était ultra intéressant. J'espère qu'on a pu, ne serait-ce qu'inspirer une seule personne. Ce serait bien. Ce serait déjà exceptionnel. Je pense pas que je sais pas combien de personnes vont regarder ce podcast. C'est ultra intéressant. On a parlé à peu près 1 heure. C'est bien parce qu'on a pu parler et de l'accompagnement et aussi de ta vie, comment tu vois les choses. Et ça, c'est ultra important, tu vois, de pas faire juste une vidéo témoignage en mode genre, ça a été quoi tes trucs, tac, tac, même si on en a parlé quand même, c'est important. Écoutez, merci à vous, merci à toi qui a regardé cette vidéo. Si vous êtes prêts à fournir les efforts que personne n'est prêt à fournir, bizarrement, ça va marcher pour vous. Sur ce, c'était Léo, c'était Alex. Peace out.